Eh bien bonjour les copains et bienvenue dans le bocal, la review hermétique 100% spoiler et 100% critique. Aujourd'hui on va parler de Black Panther Wakanda Forever. Première chose, qu'est-ce qui s'est passé bordel? L'algo de YouTube, il était tranquillement en train de, passer les nouvelles chaînes comme ça, les gens. Et il a dit toi Mélie réagit? Toi c'est bon, toi tu peux monter à l'étape supérieure. Pour vous expliquer, j'ai commencé à tourner des vidéos en avril, à poster des vidéos en avril 2022. Et j'ai peiné à arriver jusqu'aux 100 abonnés que j'ai dépassé donc il y a une ou deux vidéos où je vous remercie notamment. Et figurez-vous que depuis mes deux dernières vidéos, mes deux derniers bocaux, donc qui concernaient les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, si vous ne les avez pas vus, les liens sont juste ici. L'algo m'a fait monter, c'est-à-dire qu'en espace de 3 jours, j'ai pris 100 abonnés de plus, comparé aux 7 derniers mois du coup pour monter jusqu'à 100. Donc déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés, ça fait grave plaisir, franchement. Ça m'a donné un coup de boost, ça m'a rassuré aussi dans mon contenu et ça m'a permis de me dire bon bah une si petite chaîne, il y a quand même des gens qui s'y abonnent, qui regardent. Je suis trop contente parce que vous êtes de plus en plus à me donner votre avis en commentaire. Et ça pourrait pas me faire plus plaisir. Enfin bref, merci à vous. Et si tu fais partie des 93% de personnes qui regardent mes vidéos sans t'abonner, qu'est-ce que tu fais? Les gens, dites-lui. Abonne-toi, gars. Ou meuf. Ou non-binaire. Je rappelle que ces vidéos sont 100% spoiler. Si vous n'avez donc pas vu Black Panther Wakanda Forever, eh ben vous risquez d'être un petit peu déçu ici parce que je vais beaucoup parler du film et vous dévoiler son intrigue. Si par contre vous vous en fichez d'être spoilé, on peut continuer la vidéo. Déjà on peut saluer la reprise de la recette Black Panther 1 qui avait très bien fonctionné puisqu'il avait été notamment nommé 7 fois aux Oscars. Non pas que ce soit une référence parce qu'il y a plein de films qui sont nommés et on sait pas pourquoi, et d'autres qui sont boudés. Mais quand même pour un film Marvel, ça restait exceptionnel d'avoir autant de nominations à une cérémonie comme les Oscars. La recette reprend Ryan Coogler à la réal, qui a aussi posé sa petite patte sur Creed, je pense que vous connaissez. Dans ces Oscars, Black Panther 1 avait gagné l'Oscar de la meilleure musique de film, on peut quand même en parler, c'était un banger, cette BO de Black Panther 1. Kendrick Lamar. Et c'était Ludwig Göransson, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'était cette personne-là qui avait réal la BO et tous les sons du film. Et bah, devinez quoi, il est là aussi pour le 2. Et ça fait plaisir, très clairement, on le ressent, toute la BO du film. Ce film en entier est un hommage poignant, incroyable, à Chadwick Boseman. RIP. Dès le début, dès l'intro Marvel qu'on connaît tous, bon déjà avec les images de Chadwick qui défilaient en fondu, c'était déjà on te met dans la sauce, j'étais pas bien tout le film. Et l'intro en silence, je crois que c'est la première fois que ça se fait depuis Iron Man 1, depuis tous les films du MCU, cette intro silencieuse qui était directement posée en hommage. J'ai été très touchée par ça, franchement c'était incroyable. Je trouve aussi que c'était un très bon choix de la part du réal et de Disney en général, de Marvel, d'avoir fait commencer l'intrigue du film, non pas avec Shuri déjà en Black Panther, mais avec l'enterrement de T'Challa, de vraiment la peine ressentie par toute sa famille et ses proches, le deuil, et qu'on prenne le film à ce moment-là, ça mettait déjà dans le bain, si je puis dire, et ça a mis un ton, ça a donné le ton directement, et je pense que dès les premières minutes, tu savais que tu allais regarder un film hommage à Chadwick Boseman. Le petit plus, c'était quand même la minute de silence qu'ils ont réussi à faire à des millions de personnes qui vont aller voir ce film. À la fin, quand Shuri brûle enfin son habit de deuil d'enterrement, et on a, vous savez, on a plein de flashbacks de elle qui se remémore son frère, et ça dure, je pense, à peu près une minute, et c'est dans le silence le plus complet. Dans la salle de cinéma, il y avait pas une mouche qui pétait. Clairement, le premier qui croquait du popcorn pendant ce moment-là, je l'allumais. Je lui cassais la gueule. Mais c'est à ce moment-là, perso, où je suis partie, enfin, j'ai commencé à pleurer, quoi. Je trouvais ça tellement beau et tellement puissant d'arriver à faire une minute de silence, du coup, à tous les spectateurs en hommage, en respect à Chadwick. Pour moi, c'est un film qui parle de deuil et de vengeance. C'est les deux thèmes principaux qui sont merveilleusement abordés dans ce film, qui sont d'une justesse vraiment incroyable. Pour un film Marvel qui parfois va peut-être un peu trop débilement dans certaines émotions, j'ai trouvé que c'était très juste et très réaliste. Si vous avez déjà vécu des périodes de deuil, bon, la vengeance, c'est peut-être quelque chose qu'on expérimente moins au quotidien, mais le deuil, je pense qu'on connaît à peu près tous.
Je vous le souhaite pas, en tout cas, de connaître cette émotion. Moi qui la connais, je vous avoue que c'était très très touchant. D'autant plus quand on sait que les acteurs ont versé de vraies larmes, ou du moins ont pas dû aller chercher les émotions très très loin pour incarner leur personnage et leur tristesse. Dans tout le film, on navigue avec Shuri dans ses émotions, dans son deuil, sa haine, elle qui est un génie et a beaucoup de compétences et peut faire quasiment tout, n'a pas pu sauver son frère. Et c'est horrible, on ressent sa frustration et ouais, c'est comme les hommes les plus riches du monde qui au final ne peuvent pas acheter de la santé. En tout cas, voilà, un cancer incurable où on n'a pas la solution. Demain, l'homme le plus riche du monde, bah, il mourra quand même. Et je trouve qu'on ressent beaucoup cette frustration dans Shuri, dans le film. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on n'assiste pas seulement au parcours de deuil de Shuri, on a plusieurs deuils qui sont démontrés et qui dépendent forcément de chaque personnalité. On assiste à celui d'Okoye, qui est bien plus sur la réserve. On assiste aussi à celui de Ramonda, sa mère, qui est incroyable dans le film. Et on assiste aussi à celui de Nakia, entre autres, qui était l'âme sœur de T'Challa et qui, elle, a préféré s'éloigner et qui, d'ailleurs, c'est une demande qui lui avait été formulée par T'Challa. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça aussi intéressant d'avoir plusieurs versions du deuil, parce qu'on fait pas tous notre deuil de la même façon. Et ça ne les rend pas moins légitimes, pour le coup. Je vais maintenant parler du costume design. Les gars, c'était quoi cette dinguerie? Je crois qu'on s'est fait la remarque avec mon meilleur pote. Dans la liste du générique de fin, le ou la costume designer, là je crois, était en tête d'affiche, en haut de la liste. Les costumes étaient géniaux. J'ai débloqué pendant tout le film. C'est pas un truc sur lequel je fais beaucoup le focus d'habitude. Et pourtant là, à chaque scène, c'était insane. Honnêtement, si Black Panther Wakanda Forever ne remporte pas l'Oscar du costume design cette année, je fais un scandale. Je pense que sans aucun doute, ils vont être encore nommés à foison, notamment pour la BO. Mais les gars, les costumes, je sais pas si vous avez fait un focus dessus, mais que ce soit leur costume traditionnel de tribu du Wakanda ou leur costume de jour, donc Shuri, Ramonda et Okoye principalement, c'était impressionnant de voir à quel point elles avaient toutes des costumes, enfin des habits de jour quoi, mais je dis costume parce que bon dans le film c'est censé être un costume design quoi, des habits qui fitaient leur personnalité de dingue. Shuri, on était sur un style grave urbain avec ces genres de kawaii, ses petits baggy, etc. Un truc qui lui convient à merveille et à son style. Okoye, on avait quelque chose entre la working girl et la combattante, notamment son costard sur son legging imprimé rouge, sur sa combi rouge quand ils vont chercher Ironheart à l'université. Et on avait Ramonda, elle qui était dans des habits bien plus princiers, mais presque civils. Donc des grandes capes comme ça, un moment pastel bleu et jaune, hyper clair, hyper soft. C'était fou. Et toutes les costumes des tribus du Wakanda qu'on a bien plus l'occasion d'observer, parce qu'on est vraiment plongé dans le peuple du Wakanda qui est comparé à celui de Talokan. Incroyable. Les visuels étaient aussi fous. Moi j'ai adoré avoir non seulement la découverte de ce nouveau peuple qui habite du coup à Talokan, guidé par Namor, et la réal était bien différente des autres films Marvel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de caméras à l'épaule, tu sais, quand on suivait Shuri, ça bougeait de fou, c'était bien plus proche. Ça ressemblait pas forcément à la réal qu'on avait pu voir sur d'autres Marvel. Bien plus épique, des plans loin. Là, c'était ouais, beaucoup de caméras à l'épaule, ça m'a marqué pendant le visionnage. Même remarque pour le peuple de Talokan, avec les costumes design, les détails étaient fous. Les boucliers en carapace de tortue, la coiffe en requin-marteau, Sago là, qui avait une sorte de coiffe avec des algues, là, des fleurs et tout, enfin c'est trop beau. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, du costume de Shuri? Madre mia! J'ai des frissons, rien que de vous en parler. La scène où elle arrive au-dessus avec le vaisseau et qu'elle tombe au milieu de la réunion, qu'elle drop avec son Black Panther. J'ai des frissons. C'était insane. Comme si son costume était un mix entre celui de Killmonger et celui de son frère, avec les dorures, les côtés argentés et tout. Incroyable. J'ai d'ailleurs même adoré que quand elle prenne son herbe-cœur, elle voit Killmonger. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais grave surprise. Et en même temps, ça semblait logique vu que
Elle a pris l'herbe cœur et elle voulait devenir Black Panther pour de mauvaises raisons, des raisons de vengeance et de haine. C'était tout à fait logique qu'elle rencontre Killmonger, qui également l'a fait pour se venger. Point négatif sur les costumes, je sais pas quel est votre avis, mais j'ai trouvé que le costume d'Okoye à la fin, celui qu'on utilise tout le film, alors il était beau, mais visuellement j'avais l'impression qu'il appartenait pas à un film du MCU. Il était une sorte de latex mou, au niveau de la couleur aussi, ça faisait plus cinquième élément que Black Panther. Pareil pour Ironheart, que j'ai pas du tout apprécié en tant que costume. Le personnage peut être super sympa comme addition au MCU, on verra, hein, j'ai envie de te dire, avec tout ce qu'ils nous ont rajouté cette phase 4, il y a à boire et à manger. Hein. Mais moi, c'est surtout le costume que je trouvais pareil, qui appartenait pas du tout à cet univers-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouvais que le design était, ouais, assez chelou. Automatiquement, tu le compares à Iron Man, hein, elle s'en est inspirée. Mais ouais, un design trop bizarre, le casque comme ça avec le cœur, j'ai trouvé ça chelou. Ça me faisait plus penser à Pacific Rim. C'était un kaiju, plus un kaiju qu'une armure Mach 42, quoi. Parlons maintenant de l'antagoniste de ce film, qui n'est autre que Namor. Écoutez, j'ai trouvé ça sympa comme antagoniste. Pour moi, je le mets au même rang que Killmonger et Thanos, qui sont les antagonistes que je préfère dans le MCU. Ce sont ceux auxquels on s'identifie le plus, dont on peut comprendre leur motivation, et pour moi, c'est ça qui fait un bon antagoniste, un bon méchant. Les deux peuples sont ultra comparés pendant tout le film, ce qui nous pousse encore plus à nous identifier et à se dire que ils sont pas si différents que ça. Ça pousse notamment Shuri dans ses retranchements, ce qui lui fait avoir un peu plus de clémence face à Namor. Les comparaisons sont nombreuses dans le film, surtout à la fin, quand il me semble qu'elle est à deux doigts de le fumer, et qu'on voit les deux comparaisons, les enfants du Wakanda, les enfants de Talokan, les paysages de Wakanda, les paysages de Talokan, etc. C'est beaucoup comparé, ce qui nous aide à, franchement, descendre Talokan de son rang de dieu, et au final se dire que ses motivations sont assez réalistes. À part quand même à un moment où je trouve que le type escalade quand même assez rapidement dans sa haine, et passe de « je veux protéger mon peuple » à « je vais fumer tout le monde de la surface avant que eux, ils décident potentiellement de me fumer ». Ça passe moyen, mais de manière générale, je trouvais que l'acteur avait fait un taf de ouf. Le rôle est tenu, moi j'étais bien dedans, sachant que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « ouh là, c'est quoi ce truc ?» Les effets, je trouvais, étaient pas trop bien faits avec ses ailes assez panards, là. Je me suis dit, bon, j'étais un peu dubitative. Mais au final, agréablement surprise, bien que voilà, il escalade un petit peu trop rapidement le frérot, quoi. Je me demande concrètement comment Black Panther 2 prend sa place dans cette phase 4, puisque c'est avec Black Panther Wakanda Forever que se clôture cette phase, et j'ai vraiment peine à trouver un enjeu et une place pour ce film dans cette phase. En effet, il n'y a pas grand-chose qui lie Black Panther Wakanda Forever au reste de cette phase 4 et des enjeux de cette phase, qui sont autour de Kang, du coup, le grand antagoniste de la phase 5. Ce qui est un peu dommage, parce que franchement, si on fait le bilan de cette phase 4, ouais, c'était compliqué Marvel, hein. Là, 2021-2022, franchement, c'était un peu éclaté au sol. Hein. Moi, j'avais perdu espoir. Hein. Je vous avoue qu'après cette année, tout ce que je retiens de la phase 4, perso, c'est WandaVision, qui était stratosphérique, au-dessus de tout. Loki, qui était bien et qui clairement était nécessaire pour l'introduction de Kang. Et tu rajoutes... j'arrive pas, hein, je vous jure, cette phase 4, pour moi, c'était un peu cata. Hein. C'était un peu cata. Ah bah si, bien sûr, She-Hulk, c'était incroyable. J'ai tenté de tenir ce canular. Non, She-Hulk, c'est une cata. J'ai filmé ça, c'est scandaleux, ça arrive. Mais je voulais d'abord poster Black Panther parce que c'était plus rapide à monter. Donc ouais, cette phase 4, très compliquée. Honnêtement, Marvel, c'est un peu scandaleux là, ce qu'ils nous ont proposé. Je cite pas Doctor Strange 2 dans ma liste parce que pour moi, il vaut vraiment pas le coup d'être dans cette liste de ce qui a fait la force de cette phase 4. Je sais que c'est un peu edgy ce que je dis là parce qu'il y a énormément de monde qui a kiffé. Et je comprends les raisons. Mais moi, Doctor Strange 2, j'étais vraiment déçue du film. Bref, c'est un autre sujet. Donc ouais, tout ça pour dire que j'ai hâte d'entamer cette phase 5. J'espère que là, on va enquiller. Parce que entre toutes les intros de persos qui nous ont fait, les séries à 2 balles qui vont nous proposer avec Echo, la meuf qui est sourde dans Hawkeye.
Qui s'en fout? Bon bref, c'est la strate Disney, hein, Disney qui part complètement en sgeg. On verra donc où ça va, mais c'est clair que cette année 2021-2022, pour Marvel, bah c'était chaud. Et toi, t'as pensé quoi de Black Panther Wakanda Forever? J'ai hâte d'avoir vos avis, et nous on va se retrouver très vite, puisque je vais rapidement continuer mon montage de She-Hulk pour vous proposer une vidéo qui, à mon avis, va être... Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir en t'abonnant. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous pouvez également aller voir mon Instagram, Amélie Réagit. Je prévois d'être vachement plus active sur mon Instagram dans les mois qui viennent, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Salut tout le monde, c'est Ruby. Je l'ai saoulé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Des bisous!